Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, votre rendez-vous quotidien consacré à la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire. Mon invité, c'est Charles Guiriec, le fondateur de Poiscaille, le circuit court des produits de la mer, rémunération des pêcheurs, alternative à la pêche industrielle, bilan carbone des poissons que l'on consomme, beaucoup de thèmes à aborder. Dans une minute, dans le débat de ce Smart Impact, un coup de projecteur sur Captain Cause, la plateforme répertorie et aide une centaine d'associations. Son cofondateur Georges Badvan nous présentera l'une d'entre elles, les Enfants de la Balle. Vous allez voir, on est dans la droite ligne du succès des Jeux paralympiques. Et puis dans notre rubrique Startup, je vous présenterai l'appli Willy Anti-Gaspi pour lutter tout simplement contre le gaspillage alimentaire. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact. L'invité de Smart Impact, c'est Charles Guiriec. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à la pêche. Oui, bonne vanne. Vous êtes le fondateur de Poiscaille, créé fin 2014, début 2015, donc ça va faire 10 ans. C'est le circuit court des produits de la mer. Quel est le modèle? Expliquez-moi. C'est un panier de poissons en direct des pêcheurs français, avec des engagements forts. Donc on ressemble à ce que font les AMAP, les paniers de légumes. Ouais. On l'a rendu plus flexible, où on peut arrêter son abonnement qu'on veut, choisir le contenu de son panier, et surtout avec des engagements très fort. L'ambition, c'est que les pêcheurs et les petits pêcheurs côtiers vertueux gagnent plus d'argent pour qu'ils pêchent moins. Donc on s'engage sur la fraîcheur des produits, sur la durabilité des techniques de pêche et surtout sur la rémunération des pêcheurs pour leur garantir des revenus fixes. C'est la clé pour contribuer à cette pêche durable. Oui, alors on reviendra un peu dans le détail. L'histoire de l'entreprise, elle est pas banale. Vous étiez à la direction des pêches au ministère de l'Agriculture, des postes de conseiller ministériel, c'est ça? Oui. C'est quoi le déclic en quelque sorte? Je suis fan de pêche. Je fais ma carrière au début sur les bateaux de pêche, mes pêches amateurs. Hein. Je fais ma carrière sur les bateaux de pêche. Je vois la réalité du métier. Je viens travailler au ministère à Paris. Je vois la réalité des ministères et de la lenteur des décisions. En tout cas, je me dis que je peux aller plus vite en payant les pêcheurs plus cher. Ouais. Et puis en parallèle, toutes ces AMAP, ces ruches se développent. Et donc ces modèles-là de vente directe m'inspirent et je vois qu'il y a un besoin sur le poisson. Parce que vous ressentez qu'il n'y a peut-être pas une volonté politique française et européenne, ou peut-être même mondiale, suffisamment forte pour lutter contre la pêche industrielle, en limiter les effets. C'est ce que vous avez ressenti de l'intérieur à ce moment-là? Ouais, j'ai senti que c'était difficile d'aller changer les choses et d'avoir un plan ambitieux. Parce qu'en fait, il faut faire ça sur du long terme. Ouais. Et souvent, les équipes dans les ministères ou dans les cabinets sont sur des termes de 3 à 5 ans maximum. Et je pense que c'est pas assez pour engager ça. Avec plus une volonté de dire... essayons de faire que la filière bouge pas trop, les ports soient pas trop en feu et ça ira bien. Ouais. Et c'est ça qui fera qu'on aura du succès, alors qu'on accompagne un peu la filière vers une fin à cause des sujets d'énergie et tout qu'on voit. Ouais. Alors justement, combien de pêcheurs sont vos partenaires? Parce que c'est vraiment un partenariat. Et est-ce que ce type de pêche est en train de disparaître ou en tout cas de s'affaiblir? Aujourd'hui, avec nos 20 000 clients partenaires, on arrive à toucher 250 pêcheurs partout en France, donc c'est quasiment 5% de la flotte française. Ouais. C'est la petite pêche côtière, donc qui fait moins de 12 mètres, qui utilise des techniques douces, donc de la ligne, du casier, du filet. Elle résiste plutôt bien parce qu'elle arrive globalement à vendre ses poissons plutôt à bon prix, parce qu'ils sont de qualité, parce qu'ils sortent à la journée, parce qu'ils ne sont pas abîmés à bord. Mais il y a un sujet de pérennité quand même qui est compliqué, et il y a peu d'installations. Donc les entreprises là vont être transmises dans les prochaines années et c'est là où c'est inquiétant parce qu'il y a peu de jeunes qui veulent y aller et peu de place. Quand on parle circuit court, ça veut dire quoi par rapport à la pêche traditionnelle? C'est-à-dire un poisson que je commande avec Poiscaille, combien de temps il va mettre et combien de temps il va mettre si je vais l'acheter au supermarché ou chez un poissonnier? Nous, on va vous garantir 72 heures entre la pêche à bord du bateau et la récupération dans un des 1700 magasins partenaires avec lesquels on travaille ou la livraison à domicile. Donc 3 jours, ça c'est beaucoup plus rapide, il n'y a pas d'équivalent. En fait, on est les seuls à s'engager sur 100% de nos produits à ce niveau d'exigence. Okay. Quand vous allez sur un étal de poissonnier, vous pouvez avoir du poisson qui a été débarqué la veille et qui est arrivé le jour même. Mais si vous passez 2 jours après, il sera encore là, il sera un peu plus vieux. Et vous avez aussi du poisson qui a été pêché il y a 1 semaine au nord de l'Irlande et qui est arrivé sur l'étal avec 5 à 10 jours. Mais il n'y a pas de date de pêche qui est indiquée. Il y a éventuellement une date de débarquement qui est communiquée aux poissonniers, mais qui est juste la date à laquelle le bateau est arrivé au port. Donc s'il est sorti plusieurs jours en mer, c'est la même date pour tous les poissons. Ouais. C'est souvent ce qui fait, c'est ça qui est dommage, que certaines espèces qui sont fragiles sont mal aimées des consommateurs parce que ce traitement long
en fait, ça les rend pas très bonnes à la fin, alors que nous, avec un traitement rapide, on a des résultats qui sont impressionnants en termes de satisfaction. Et donc 250 pêcheurs partenaires, un petit peu partout justement en France, pour qu'on soit dans le circuit court. Exactement. Je comprends bien. Est-ce que, alors c'est peut-être un fantasme, mais est-ce qu'il y a toujours, pas avec vous, mais cette absurdité de pouvoir trouver un poisson qui a été pêché au large de la Bretagne, qui va partir à Rungis pour revenir éventuellement chez un restaurateur breton? Vous voyez ce que je veux dire? Ça existe encore? Ça arrive encore, mais à la limite, l'absurdité la plus folle, c'est qu'il y ait un saumon norvégien ou un cabillaud islandais qui passe par Boulogne, qui s'arrête à Paris et qui finit chez le restaurateur breton, alors que c'est un poisson, même français, quitte à ce qu'il fasse l'aller-retour à Paris, qu'on aurait voulu avoir dans cette assiette. Ou une dorade grecque ou un thon de l'océan Indien, alors qu'il y a des pêcheurs qui ont des poissons à pêcher devant chez eux et qu'ils n'arrivent pas à bien valoriser. Quelques chiffres sur la consommation de poissons en France. C'est le guide des espèces qui nous donne ces chiffres qui datent de un petit peu mai 2023. Premier marché européen en volume, 4e pays européen si on regarde la consommation par habitant et 80% des produits qui sont importés. Alors, je veux bien qu'on insiste là-dessus parce qu'on est un pays béni des dieux en matière potentiellement de pêche, vu les kilomètres de côte un peu partout. Pourquoi on importe autant ? Parce qu'en fait... Parce qu'on consomme beaucoup, ok, mais pourquoi ? On consomme beaucoup. Je pense qu'il y a des sujets aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on exporte beaucoup. C'est que beaucoup de la pêche fraîche française, elle est exportée vers l'Espagne et l'Italie, qui sont prêts à payer un peu plus cher pour les poissons de qualité qu'on fait. D'accord. Je pense qu'il y a un sujet de prix. C'est qu'on a arrosé le marché de saumon, de cabillaud et de gambas tropicales à pas cher. Et aujourd'hui, en fait, ces prix-là, les pêcheurs français ont du mal à les atteindre. Et c'est ça qui fait qu'on n'est pas capable de satisfaire la consommation et d'écouler tous les poissons pour les pêcheurs. Donc vous nous le dites, il y a la question de la rémunération des pêcheurs. Ils sont, grâce à votre modèle, mieux payés. Ça veut dire que moi, consommateur, je paye forcément le poisson un peu plus cher chez vous ? Vous payez à peu près le même prix que chez un poissonnier de quartier ou un poissonnier de marché. Ouais. Par rapport à la grande distribution, on va dire qu'on est 30 à 40% plus cher, sachant que le bio est en général 80% plus cher que le conventionnel. Donc oui, il y a un petit effort financier à faire, et oui, vous n'aurez peut-être pas mangé du bar ou de la sole si vous étiez allé chez le poissonnier, mais vous pouvez l'avoir dans votre panier poiscaille. Au global, je pense que pour moi, le rapport qualité-prix ou le rapport engagement-prix, il est carrément intéressant. Effectivement, aujourd'hui, on s'adresse à des consommateurs qui sont OK pour payer un peu plus cher pour des produits engagés. Mais il ne nous en faut pas beaucoup, il nous en faut 50 000 et on arrive à changer en profondeur la filière et à pérenniser 10% de la flotte française. Donc, là, aujourd'hui, vous êtes à combien On est à 20 000. 20 000, donc c'est pas si loin pour une entreprise qui a été créée il y a quoi, une dizaine d'années. Vous avez des concurrents, tiens d'ailleurs. Votre modèle a-t-il été copié ou pas ? Oui, on en a vu beaucoup se monter, beaucoup s'arrêter, même à l'échelle européenne, voire nord-américaine, on ne trouve pas d'entreprise qui a atteint un tel volume. Après, nos concurrents, c'est surtout les poissonniers et la GMS en priorité, parce que c'est là où les gens achètent du poisson. Les modèles en ligne, il y en a effectivement plus beaucoup, et parce que coût de transport compliqué, les approvisionnements ne sont pas simples depuis quelques années, et puis le poisson sur Internet... C'est un pas à prendre. Je pense qu'il y a plein de gens qui se disent mais je ne savais pas que ça existait, c'est ce qu'on nous dit souvent. Ouais. Alors qu'en fait ça marche très bien. Maintenant on a des livraisons au frais, on livre dans des magasins qui ont des frigos et tout se passe bien. On peut avoir le bilan carbone du poisson qu'on est en train de consommer grâce à vous en quelque sorte ? Quasiment, parce qu'on a fait un bilan carbone il n'y a pas longtemps. Donc on sait que nous, un poisson poiscaille, un kilo de poisson poiscaille émet 2,2 kg de CO2. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on a regardé ce qu'on appelle le facteur d'émission pour la pêche, donc uniquement la partie pêche. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on est 50 à 60% inférieur au facteur d'émission d'un cabillaud ou d'un saumon sorti de l'élevage ou arrivé au quai au large de l'Islande. Ouais. Donc il y a un truc qu'on tient qui semble corroborer toutes ces études qui disent que la petite pêche côtière, elle émet moins de CO2 par kilo de poisson que la grande pêche. Qu'est-ce qui vous manque pour passer à 50 000 ? Il nous manque des consommateurs et il nous manque de la visibilité. Ouais. Et il nous manque un réseau de distribution peut-être encore plus large. Aujourd'hui, il y a 1700 magasins partenaires. Et derrière, on va le faire grossir petit à petit. Il nous reste 1 minute 30. Je voudrais qu'on revienne au ravage de la pêche industrielle. Parce que finalement, le point de départ de votre démarche, c'est ça. De quoi on parle ? On parle de quel type de bateau ? Alors, il y a différents volumes de bateaux, mais on parle de quoi ? En gros, on entend dire qu'il n'y a pas vraiment de définition de pêche industrielle, mais c'est tous les bateaux qui font en gros plus de 30 mètres et qui sortent plusieurs jours à plusieurs semaines en mer. Et ça, en gros, c'est à peine à l'échelle mondiale, je crois que c'est quelques pourcents, voire 1% des unités.
Mais en en termes termes de d'impact, proportion de capture, c'est des volumes énormes. ouais. Vous voyez, là, il y a des bateaux qui peuvent pêcher là bientôt dans la Manche, ils vont pêcher du hareng. En un coup de filet, ils peuvent attraper plusieurs centaines de tonnes. Ce qu'un petit pêcheur avec lequel on travaille chez Poiscaille n'attrapera pas dans toute sa carrière. Donc en fait, le problème de la pêche industrielle, c'est pas forcément les volumes qu'elle attrape, parce qu'elle est capable d'aller attraper très loin des côtes, dans des endroits où un petit bateau peut pas aller. Le problème, c'est qu'elle vient près des côtes concurrencer la petite pêche. Si elle restait au large et qu'elle pêchait ces quantités au large, on pourrait l'accepter à condition que les quantités soient limitées. Vous voyez, on parle de l'échouage des dauphins aujourd'hui. Moi, je suis assez convaincu que les dauphins en fait, ne trouvent plus à manger au large et ils ont été obligés se sont rapprochés des côtes. Et là, ils ont croisé des filets de pêche qui sont en plus grand nombre que quand ils sont dans des endroits où il y a des fonds de plusieurs milliers de mètres. Et donc, je pense que cette pêche industrielle-là, elle a un impact tellement fort qu'aujourd'hui, il faut le réduire et il faut le questionner. Merci Charles Guiriec et bon vent à Poiscaille et on a la pêche. Exactement. Pour reprendre votre... Il n'y a plus qu'à s'inscrire. Oui, ayons tous la pêche. Merci beaucoup. On passe à notre débat, association et inclusion à l'honneur. Le débat de ce Smart Impact avec Georges Badevant, bonjour. Bonjour, merci beaucoup de l'invitation. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Captain Cause, à vos côtés Margot de Bézieux, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à vous aussi, vous êtes la directrice de l'association Les Enfants de la Balle. C'est le début d'un partenariat, parce que vous allez venir nous voir ou nous envoyer des invités et des associations une fois par mois. Et je voudrais pour commencer évidemment que vous nous présentiez Captain Cause, c'est quoi ? Oui, alors une entreprise ? C'est une entreprise. Ouais. Captain Cause, c'est un pont entre les entreprises et le monde associatif. Ce qu'on permet, c'est qu'on déploie une plateforme qui permet aux grandes marques de mieux fidéliser et réengager leurs clients, leurs collaborateurs, avec du sens. Et donc, alors ça, c'est une présentation très générale, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Notre produit, c'est le DIFT. Le DIFT, c'est un don plus un gift. C'est une récompense solidaire qu'une marque va pouvoir offrir à ses clients, à ses collaborateurs, pour les remercier, les récompenser, et chaque client va ensuite pouvoir distribuer son DIFT à la cause de son choix. Et donc c'est une manière de soutenir des causes pour les marques, tout en engageant leur communauté. Donc vos clients, ce sont des entreprises, des marques, des grandes entreprises, c'est ça ? Oui, c'est ça, exactement. Alors nos partenaires types, ce sont des grands groupes qui ont des grands programmes de fidélité et qui souhaitent par là réengager leur communauté de clients, mais aussi parfois leurs collaborateurs. Donc on a des acteurs comme Accor, comme Française des Jeux, comme Carrefour, avec qui on travaille. On va découvrir, Margot de Bézieux, Les Enfants de la Balle, l'association que vous dirigez. C'est quoi ? Les Enfants de la Balle, c'est une association qui existe depuis 7 ans, qui est à l'origine dans le Nord, qui vient de Lille. Et on a pour mission d'accompagner les clubs sportifs à inclure des enfants en situation de handicap, des enfants à besoins particuliers, grâce à une solution clé en main qu'on a mis en place, un accompagnement de proximité et surtout un bénévole aidant du sportif qu'on va former, qu'on va suivre. Et en fait, on a un rôle de facilitateur dans l'inclusion. On va permettre à tout club, à toute famille de trouver son sport près de chez lui. Alors, on va évidemment parler des Jeux paralympiques dans un instant, mais c'est quel type de difficulté pour ces enfants ou de handicap ? C'est très varié, ça peut être du handicap physique, des enfants en fauteuil, du handicap mental. À quel type d'enfants vous vous adressez ? Alors, on s'adresse principalement à des enfants avec un trouble du neurodéveloppement. Donc, ça va être tout ce qui est trouble autistique, trisomie 21. Ça va être aussi l'hyperactivité, la dyslexie, la dysorthographie. Mais après, donc ça, c'est notre public majoritaire qu'on accompagne aujourd'hui. On accompagne 240 enfants en inclusion. Mais on est ouvert à tout type de handicap. On est prêt à s'adapter, on est prêt à faire en sorte que l'inclusion fonctionne. Et en fait, c'est les clubs aussi. Nous, on est là pour accompagner les clubs, accompagner les aidants. Et ça sera, on fait beaucoup de cas par cas. On est très agile. Et on aide pour que tout le monde trouve son sport. Oui, parce que c'est vraiment un outil, un levier d'épanouissement et de développement. Comment vous aidez avec Captain Cause les enfants de la balle ? Alors, nous, notre métier chez Captain Cause, c'est de débloquer des nouveaux budgets de financement pour des associations comme les Enfants de la Balle. Et donc, concrètement, c'est une belle histoire qu'on a commencé à écrire avec les Enfants de la Balle depuis le début de l'année 2024. Les Enfants de la Balle a été sélectionné parmi le catalogue Captain Cause. C'est un catalogue qui rassemble une centaine de pépites associatives, des associations d'intérêt général sur tous les grands sujets de transition. Comment vous les choisissez ? Alors, c'est un grand travail de sélection. Il y a beaucoup d'associations en fait.
C'est clair. Alors, il y en a plus d'1 million en France. Et donc, nous, ça fait partie de notre travail de tiers de confiance. On a toute une équipe en interne qui fait ce travail de sélection. On a eu plus de 1000 projets candidats qu'on est allé chercher. Et on en a sélectionné un peu moins de 10% sur des critères. Nous, on recherche des projets innovants et dynamiques sur la transition, sur tous les thèmes de la transition écologique et solidaire. Et donc, on les sélectionne avec tout un processus interne et également un comité d'impact qui nous aide à les filtrer. Alors, pour bien comprendre, est-ce que ça veut dire qu'il y a une des entreprises qui sont vos clients ou clientes qui aident directement les enfants de la balle? Est-ce que c'est aussi fléché que ça? Alors, comment ça fonctionne? On va avoir... en fait, tout part d'un problème que rencontrent aujourd'hui les grands groupes, c'est qu'ils ne savent pas forcément comment bien réengager leur communauté de clients, de collaborateurs. On est dans un monde où c'est extrêmement difficile d'avoir leur attention et de savoir comment leur adresser les bons messages. Et donc, nous, on pense que ces communautés-là, elles attendent que les grands groupes apportent des preuves de leur engagement encore plus claires. Et donc, l'idée, c'est bien de créer des temps forts solidaires où une entreprise, par exemple en l'occurrence c'est Carrefour qui cet été a soutenu à hauteur de 100 000 euros 6 associations dans le handicap et le sport et qui a distribué à chacun de ses collaborateurs un gift qu'il a ensuite pu distribuer à l'une des 6 associations au choix, et notamment les Enfants de la Balle qui est arrivé en tête d'ailleurs des choix des milliers de collaborateurs Carrefour. Donc c'est vraiment ce type de mécanique de mécénat participatif qu'on met en œuvre. Alors évidemment on était en pleine période olympique en France, Jeux olympiques puis Jeux paralympiques, les paras qui ont été un grand succès, plus de 2 millions et demi de tickets vendus, des stades pleins, des sportifs qui ont été célébrés d'ailleurs avec les Valides le 14 septembre au pied de l'Arc de Triomphe, et c'était super de finalement que tout le monde soit mélangé comme si rien n'était. Est-ce que vous voyez déjà l'impact sur votre activité? Est-ce qu'il y a un effet? Parce que c'est très récent la fin des Jeux. Est-ce qu'il y a un effet déjà? C'est plus un effet, c'est une boule de neige. Ah oui, c'est une avalanche même. C'est impressionnant. C'est très impressionnant parce que c'est l'année où on a la plus grosse demande de la part des familles. On est à plus de 50 demandes pour mettre leurs enfants en inclusion avec des enfants dits ordinaires dans les clubs de sport. Donc c'est beaucoup de travail derrière, c'est aller trouver des nouveaux clubs, des nouveaux partenaires, trouver des aidants. Donc on a vraiment cet effet boule de neige, et surtout on a aussi des clubs qui sont davantage prêts à inclure le handicap, qui sont au courant, qui sont prêts là-dedans. Et je pense que grâce aux Jeux paralympiques, les familles se sont vraiment rendues compte que leur enfant pouvait faire du sport, était en capacité de faire du sport. Et donc c'est vrai que là, toutes les familles, il y a encore quelques mois, on se disait, il fallait aller chercher les familles, les convaincre que c'était... leur enfant était en capacité de faire du sport, que tout était mis en place, que vraiment ils étaient accompagnés, qu'ils avaient un référent au sein du club pour eux, vraiment. Là où il n'y a plus cette question-là, quoi. Les familles se disent vraiment, mon enfant peut faire du sport, il est capable de faire du sport. Alors, il y avait peut-être un double frein. Il y avait le frein des familles qui n'osaient pas ou qui disaient c'est pas pour nous, etc. Et puis, vous l'avez un peu évoqué, le frein des clubs sportifs qui se disaient oulala, comment on va faire? On n'est pas équipé pour. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a eu un déclic Jeux paralympiques. Vous l'avez ressenti. La question, c'est comment on fait en sorte que ce soit pas une parenthèse enchantée et que ça dure le plus longtemps possible. Votre avis là-dessus? Nous, on fait en sorte. C'est votre job, quoi. C'est ça, c'est notre job. Que ça dure et qu'il y a un héritage qui reste là-dedans. Et vraiment, moi, ça me tient à cœur. Parce que moi, il faut qu'il y ait un héritage derrière. Nous, c'est notre métier depuis 7 ans, même depuis plus de 3 ans maintenant, avec ce projet sport inclusif qu'on a monté de A à Z, qu'on est vraiment processisé, qu'on a construit. Et on est vraiment là au cœur à cœur avec les clubs. Les clubs, depuis 2 ans, avec les Jeux olympiques et paralympiques qui arrivaient, ils étaient déjà plus ouverts sur le handicap. Ils avaient cette connaissance, en tout cas. Ils étaient plus déjà ouverts. Mais depuis quelques mois, c'est même plus un sujet dans les clubs, en fait. Ils savent qu'ils doivent inclure. C'est devenu une de leurs valeurs, un de leurs objectifs. Quelques chiffres sur le mécénat d'entreprise en France. C'est le baromètre du mécénat qui nous donne ces chiffres qui datent de 2022. Ils ne sont pas très récents. 9% des entreprises mécènes en France. C'est un chiffre stable, c'est un chiffre. Alors, c'est pas une colle. Si vous n'avez pas la réponse, c'est pas grave, Georges Badement. Mais ça progresse, c'est stable. Ce mécénat d'entreprise. Alors ça progresse notamment chez les petites et moyennes entreprises et aussi les entreprises intermédiaires. En fait, tous les grands groupes font déjà du mécénat, mais à l'échelle du tissu économique français, il n'y a que
une ETI sur 4 et 5% des PME qui font du mécénat. Parce qu'elles ne savent pas comment faire. Parce que c'est compliqué de savoir quelles associations choisir, parce que c'est pas encore dans les cultures françaises de forcément le faire, parce que l'administratif, le juridique, le fiscal fait peur également, et parce que on ne trouve pas forcément toujours les budgets. Alors nous, c'est tous ces freins qu'on essaye de lever. On va chercher les budgets dans des poches de marketing et de communication. En fait, on s'attaque nous au gaspillage marketing qui est parfois fait avec les goodies, parfois des codes promo ou des avantages clients un peu inutiles. On a tous déjà reçu un tote bag de trop ou une trousse de maquillage en plus au bout de 50 € chez tel ou tel retailer. Là, beaucoup des clients disent c'est trop et finalement ça débloque des nouvelles poches de dons qu'il est possible d'offrir à ce moment-là. Donc le mécénat va peu à peu se développer grâce à ces opportunités finalement de nouvelles poches. Votre modèle, on est vraiment sur le secteur de quoi, la grande distribution, le retail exclusivement, ou il peut se développer et se dupliquer ailleurs? Alors aujourd'hui, on a aussi bien des cabinets d'avocats ou des structures financières qui au moment des cadeaux de fin d'année se disent est-ce que je vais vraiment offrir une 14e bouteille de champagne à mes partenaires qui ne vont même plus trop savoir qui me l'ont envoyé. Donc on s'adresse aussi bien à des entreprises B2B qui ont des partenaires importants qu'elles ont envie de remercier que à des grandes enseignes, grand public, grande distribution, monde de l'hospitalité, etc. Alors, ce n'est pas dans votre modèle, je crois, mais le mécénat de compétences, est-ce que ça pourrait être complémentaire de ce que vous faites, vous? Oui, carrément. Alors, en fait, nous, ce qu'on voit, on crée ce nouveau pont entre les entreprises et les assos, et en fait, ça fait découvrir beaucoup de nouvelles solutions. Alors, Margot disait tout à l'heure, il faut qu'il y ait un héritage. C'est un effet de levier qu'on arrive à créer parce que par la magie du DIFT, des milliers de collaborateurs, de clients découvrent ces solutions. Je crois que c'est une énorme antidote à l'éco-anxiété ou à l'inaction. On découvre tous ces solutions. Et alors, partant, ça crée plein de conséquences positives. Certains ont envie de continuer à les soutenir financièrement. Certains se rendent compte, tiens, moi, je connais des enfants en situation de handicap qui aimeraient faire du sport. Contactons cette association, et d'autres se diraient, dans le cadre de mon métier, est-ce que je pourrais intégrer du mécénat de compétences, que ce soit en fin de carrière ou de manière récurrente, et tout ça, c'est ce qu'on arrive à créer. Et même certains sont devenus bénévoles derrière et ils ont donné aussi des contacts de clubs en disant mais en fait je connais un club, mon enfant est dans un club, moi-même je suis dans un club. Et du coup, derrière, ça ne fait que des petits, en fait. Ça crée que du lien. Est-ce qu'il y a une question de professionnalisation de l'association? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on crée une association, vous, c'était il y a 7 ans, c'est ça? C'est super, on porte une cause, et puis à un moment, on se heurte à des difficultés administratives, etc., etc. Est-ce que vous ressentez ce besoin? Oui, on l'a ressenti il y a 3 ans, ce besoin de professionnaliser l'association. Et c'est pour ça qu'en fait, à l'origine, l'association a été créée à la base d'un club qui a inclus des enfants en toute normalité, grâce à notre fondateur et son petit-fils, en fait, qui est en situation de handicap, Lucien. Mais derrière, les clubs voulaient venir. Et vous ne savez pas comment faire non plus. Ils disaient, moi aussi, j'ai des enfants en situation de handicap dans mon club, mais je ne sais pas comment faire. Et derrière, du coup, nous, on a précisé toute notre méthode, que ça se passe par la formation, par la communication, par comment on recrute un bénévole aidant, comment on le forme, comment on le suit. Donc, on a vraiment professionnalisé tout ça. Et on y travaille encore tous les jours. En fait, j'adore l'amélioration continue. Et on y continue vraiment tous les jours parce que chaque expérience est une nouvelle expérience. Chaque enfant est différent. Et en fait, on apprend d'eux surtout. On invente des nouvelles méthodes. On s'entoure d'experts autour du handicap, d'autres associations. On fait beaucoup de réseaux pour travailler ensemble parce que c'est ensemble qu'on va plus loin avec les enfants. Un enfant, c'est tout un village pour l'aider, pour l'éduquer, pour l'inclure. Et on a vraiment ça au cœur de l'association, c'est pouvoir aider tous les enfants et permettre à chacun de vivre ensemble parce que c'est bénéfique pour les enfants en situation de handicap, pour les enfants. Mais aussi pour ceux qui aident. Exactement. Évidemment. Et pour les autres enfants, et même les coachs. Nous, on a des coachs et souvent ils ont les larmes aux yeux dès qu'ils en parlent parce que ça touche, ça impacte. Et même moi, j'ai fait aidant pendant 2 ans en plus de mon travail. C'est magique, quoi. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. À très bientôt. Donc, dans ce Smart Impact, une fois par mois, on va accueillir une des associations que vous aidez avec Captain Cause. La rubrique Startup, tout de suite.
Smart Ideas avec Clément Méry, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Willy Anti-Gaspi, vous l'avez créé en 2022 avec Jonathan Négrin, et avec quelle idée? Alors le but de Willy Anti-Gaspi, c'est de lutter contre le gaspillage. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on achète des produits qui auraient fini à la poubelle pour plein de mauvaises raisons et on les revend sur le site internet partout en France. Deux propositions de valeur hyper fortes. La lutte contre le gaspillage, parce que les produits, on va les acheter, vous allez les acheter entre 25 et 50% moins cher. Donc ça fait résonance en tant que problème de pouvoir d'achat, d'inflation. Bien sûr. Et la lutte contre le gaspillage, parce qu'il y a 93% des Français qui trouvent le gaspillage alimentaire inacceptable. Et sur Willy Anti-Gaspi, vous allez retrouver une solution hyper concrète pour lutter contre ça. Alors comment ça marche? C'est quoi le modèle? Donc on est dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, on est bien d'accord, on parle de 30 kilos par habitant et par an, selon l'ADEME. Avec qui sont vos partenaires? Comment vous faites, quoi? Ah ouais, le gaspillage c'est énorme, c'est un repas par Français par semaine qui finit à la poubelle. On parle que des bons produits, donc des produits sans aucun risque sanitaire à la consommation. Comment ça marche? Nous, on achète des produits au niveau des marques et des producteurs, qui ont des surstocks, des invendus, des problèmes de date courte. On les stocke à l'entrepôt à Saint-Ouen et après on revend ces produits-là partout en France. Donc nous, on est un business B2C, donc vous allez aller sur le site internet wilyantigaspi.fr et vous allez faire les courses que vous voulez, donc épicerie salée, sucrée, du thé, des pâtes, du café. Vous allez être livré chez vous gratuitement au-dessus de 39 € entre 3-4 jours de livraison. Avec quel modèle économique vous prenez une petite marge sur le prix du produit? Alors la secret sauce, c'est que nous on achète moins cher parce que on achète des produits qui auraient fini à la poubelle. Donc les industriels, ils sont très contents de pouvoir les vendre et les valoriser, parce que sinon c'est une perte sèche pour eux et puis c'est une cata pour la planète. Donc ils sont contents de valoriser ces produits-là, ça leur permet de vider leur entrepôt. Et nous derrière, comme on achète moins cher, on est capable de proposer des discounts d'entre 25 et 50%. Le nom Willy Anti-Gaspi, clin d'œil au film évidemment, Sauver Willy. Ouais, pour les plus anciens, ça parle pas forcément. Moi aussi. Ça parle pas forcément à la nouvelle génération. Il y a un petit clin d'œil, on va sauver les invendus. Puis on voulait un nom facilement mémorisable, qui se prenne pas trop au sérieux parce qu'on parle d'un sujet très grave, mais on voulait le prendre de façon hyper positive et avec le bon axe. Vous en êtes tout du développement de l'entreprise là aujourd'hui, 2 ans et quelques après sa création? Ouais, on s'est lancé il y a 2 ans et demi. On rencontre une croissance qui est assez dingue. On est maintenant 19 dans l'équipe. On fait x2, x3 l'an dernier. On va refaire x3 cette année. Donc il y a une grosse activité. On a des clients qui sont hyper contents, hyper fidèles. On a un taux de repeat qui est plus de la moitié de nos clients qui commandent hyper régulièrement. Donc le but, c'est d'accompagner cette croissance des nouveaux clients et puis des clients existants qui nous font confiance depuis le début. Avec une levée de fonds qui est en cours, vous annoncez une levée de fonds de combien? On vient de closer la levée de 2,3 millions d'euros. Donc on vient de l'annoncer la semaine dernière. Et ça va vous permettre d'accélérer le recrutement. On double la capacité de notre entrepôt, on augmente les stocks, on développe une grosse partie de notre tech. Nous, on est une boîte aussi tech et data, donc tout ça, il faut des hommes et du capital. Et donc c'est pour ça que le cash qu'on vient de lever va nous permettre d'accélérer là-dessus. Petite question pratique, on parle de gaspillage alimentaire. On est sur des produits frais, on est sur du sec uniquement. Quel type de produits on trouve? Alors nous, on a 80% d'alimentaire et 20% de non alimentaire, donc de l'hygiène, de produits bébés, produits d'entretien pour la maison. Et sur l'alimentaire, on est sur des produits secs. Uniquement, donc c'est du thé, du café, du chocolat, donc c'est tous les produits du quotidien, de ce que vous allez acheter et consommer au quotidien avec votre famille. Nous, le persona, c'est une famille de 1 ou 2 enfants, donc 4 personnes au foyer dans la maison, et qui vont aller consommer donc les produits du quotidien sur Willy Anti-Gaspi. Avec un effet pouvoir d'achat évidemment, vous ne l'avez pas souhaité, mais quand vous créez l'entreprise, en fait, on est au début d'une phase d'inflation qui commence à se calmer. Vous avez vraiment senti cette corrélation, vous? Alors nous, on est très jeunes, donc on s'est lancé à peu près à ce moment-là. Vous avez raison, donc c'est dur de tirer un peu le comparer avec avant une autre ou après, période. parce qu'on n'était pas là avant, ça fait que 2 ans et demi qu'on est là. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a plein de gens qui ont des problèmes de pouvoir d'achat, plein de gens qui ont des problèmes avec l'inflation, et donc ils se disent, nous aussi on veut bien consommer. Un truc important que je ne vous ai pas précisé, c'est qu'on a que des produits soit bio, soit français, donc on a que des bons produits. Et le but du jeu, c'est de se dire, ces bons produits-là, tout le monde a envie de mieux consommer. Par contre, il y a un critère, ça coûte trop cher d'aller dans les magasins bio spécialisés, et c'est pour ça que je pense qu'il y a plein de gens qui consomment sur Willy Anti-Gaspi. Merci beaucoup Clément Méry d'être venu nous présenter votre solution anti-gaspillage. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. On se retrouve demain. Salut.